Une lettre du fisc me réclamait 247 000 euros. Paniqué, j'ai contacté mes parents avant de me rendre au bureau. L'agente, blême devant son écran, a soudain brisé le silence. Qui a soumis ces papiers? J'ai su que quelque chose n'allait pas avant même de me pencher pour la ramasser. L'enveloppe était trop rigide, trop officielle, trop propre sur le paillasson sale devant la porte de mon appartement, comme si elle avait été placée là exprès. Parfaitement alignée avec le bord, impossible à manquer. Sur le devant, en lettres capitales, il était écrit « Service des impôts ». Pendant une seconde, mon corps n'a eu aucune réaction. Pas de hoquet de surprise, pas de mouvement, juste un déclic interne et silencieux. Le genre de déclic qui se produit lorsque votre cerveau décide que vous allez soit paniquer, soit gérer la situation. Je l'ai ramassé et l'ai emporté à l'intérieur comme si c'était un câble à haute tension. Le couloir sentait vaguement le dîner à l'ail de quelqu'un. La télévision de mon voisin était allumée, des rires enregistrés s'échappant à travers les murs. La vie normale se déroulait autour d'une enveloppe qui, soudainement, rendait la mienne instable. Je l'ai posée sur mon comptoir de cuisine et l'ai fixée sous la lumière du plafonnier. Puis je me suis lavé les mains, non pas parce que je pensais que le papier était sale, mais parce que j'avais besoin d'une petite action que je pouvais contrôler. Le seau s'est déchiré avec un son sec et implacable. À l'intérieur se trouvait une seule feuille avec des titres en gras. Le genre de mise en page conçu pour vous faire lire la pire ligne en premier. Mes yeux se sont posés dessus immédiatement. Montant dû, 247 000 euros. Mon estomac s'est décroché, d'une manière nette et physique, comme si j'avais manqué une marche dans l'escalier. En dessous, il y avait mon nom. Pas une faute de frappe, pas un nom similaire. Mon nom légal complet, correctement orthographié, imprimé comme si j'avais signé pour renoncer à ma vie. J'ai retourné la page comme s'il y avait une explication au dos. Il n'y en avait pas, juste un numéro de référence, une date, et ce montant qui trônait là comme une accusation. Je me suis assise à ma table sans m'en rendre compte. La chaise a un peu grincé, un son fort dans le silence. Je n'ai jamais rien dû de tel au fisc. Je n'ai jamais possédé d'entreprise. Je n'ai jamais eu d'année compliquée. Je fais mes déclarations à temps. Je conserve mes reçus. Je vis selon mes moyens parce que, j'ai dû apprendre très tôt que l'assurance de mes parents ne payait pas les factures. J'ai relu la vie, plus lentement. Les mots qui se répétaient étaient stériles et tranchants. Solde dû, défaut de paiement, des mesures immédiates pourraient être prises. Mes mains sont devenues froides à la phrase qui suivait. Si nous n'avons pas de nouvelles de votre part, nous pourrons saisir vos biens ou droits de propriété. Je ne possédais pas grand-chose qui vaille la peine d'être saisi, mais cette phrase ne concernait pas la réalité. Elle concernait la pression. Et la pression était la langue maternelle de mes parents. J'ai pris une photo de la vie, puis une autre, plus proche, du numéro de référence et de la date, puis une troisième avec la page entière dans le cadre. Je ne me faisais pas confiance pour me souvenir des détails une fois que mon cœur commencerait à essayer de distancer mon cerveau. Puis j'ai appelé les seules personnes qui profiteraient de ma terreur. Ma mère a décroché à la deuxième sonnerie, la voix enjouée et chaleureuse de cette manière travaillée qu'elle utilisait quand elle voulait paraître inoffensive. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit. « Tout va bien ?» Je n'ai pas répondu à sa question. Je suis allé droit au fait. Un avis des impôts était sur mon paillasson, ai-je dit. Il dit que je dois 247 000 euros. Il y a mon nom dessus. Silence. Puis la performance s'est mise en place si vite que c'en était presque impressionnant. Oh mon Dieu. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Quoi? C'est insensé. Est-ce que ça va? Sa voix avait le bon tremblement, le bon souffle court, la bonne dose d'alarme maternelle. Mais cela ne correspondait pas à ce que je ressentais au fond de moi, parce que ma mère n'a pas ce genre de hoquet quand elle est surprise. Elle a ce genre de hoquet quand elle a besoin d'un public. La voix de mon père est arrivée sur la ligne une seconde plus tard, calme, contrôlée, comme s'il avait attendu. « Ne panique pas », a-t-il dit. Ça pourrait être une usurpation d'identité. J'ai fixé le papier sur ma table. Usurpation d'identité. Les mots sonnaient presque généreux venant de lui, comme s'il m'offrait un moyen de croire que ce n'était pas eux. Ma mère a continué de parler, un peu trop vite. Nous ne ferions jamais ça. Camille, écoute. Tu dois appeler quelqu'un, a-t-elle dit. Tu dois le signaler.
C'est sérieux. Mon père est intervenu en douceur. Demain, à la première heure, tu appelles le numéro du fisc sur l'avis. Tu demandes le dossier, tu demandes qui a soumis les documents. Les documents? Je n'avais pas utilisé ce mot. Ni ma mère. J'ai retenu ma respiration sans le vouloir. Quel document? Ai-je demandé. Une minuscule pause, une demi-seconde de trop. Mon père s'est repris instantanément. Ces choses n'arrivent pas de nulle part, Camille Dubois, a-t-il dit. Il y a toujours des documents, une déclaration, un formulaire. Les usurpateurs d'identité soumettent des formulaires. Ma mère est revenue à la charge, la voix plus douce maintenant, essayant de me prendre dans ses bras à travers le téléphone. Viens à la maison ce soir, a-t-elle dit. Ne reste pas seul. On trouvera une solution en famille. La voilà. L'invitation qui n'était pas pour le réconfort. C'était pour le contrôle. C'était pour m'attirer dans leur maison, hors de mon terrain, entouré de leurs murs et de leurs règles. Je ne viens pas, ai-je dit. Le ton de mon père est resté calme, mais j'ai entendu la tension sous-jacente. Très bien, a-t-il dit. Alors fais ce que j'ai dit. Appelle demain matin et ne commence pas à accuser les gens avant d'avoir les faits. Accuser les gens. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à mon avis, au montant, à mon nom. J'ai imaginé le visage de mon père la dernière fois qu'il voulait quelque chose de moi. Comment il souriait en vous coinçant. Comment il prononçait le mot famille comme si c'était un contrat. Envoie-moi une photo, a dit ma mère rapidement. Pour qu'on puisse t'aider. Non, ai-je dit. Le souffle de ma mère s'est coupé comme si je l'avais giflé. Pourquoi pas? Parce que je m'en occupe, ai-je dit. La voix de mon père s'est refroidie. Camille, a-t-il dit. C'est sérieux. Ne sois pas têtu. Je n'ai pas discuté avec lui. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi était pire que leur voix. Ma cuisine m'a soudain paru trop petite. La lumière trop vive. Le papier trop lourd. J'ai retourné la vie et j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué la première fois. Une ligne faisant référence à une soumission. Une modification. Quelque chose qui impliquait que quelqu'un avait dit au fisc que j'étais responsable d'une dette qui ne m'appartenait pas. Mon cœur a battu une fois, fort, parce que l'usurpation d'identité est chaotique. Mes parents ne sont pas chaotiques. Mes parents sont délibérés. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis resté allongé sur mon canapé, mon téléphone à la main, lisant les pages officielles du site des impôts jusqu'à ce que les mots se brouillent, prenant des captures d'écran des étapes pour contester un solde, pour signaler une usurpation d'identité, pour demander des relevés. Je n'ai cliqué sur rien qui ressemblait à un raccourci. J'ai noté des numéros. J'ai noté des dates. J'ai pris rendez-vous au centre des finances publiques locales le plus tôt possible parce que je voulais une personne, pas un serveur vocal. Le matin, j'ai porté un manteau sobre et attaché mes cheveux en arrière. Pas de bijoux, pas de parfum, rien qui me rendrait mémorable pour les mauvaises raisons. J'ai apporté la vie, ma carte d'identité et un dossier de mes dernières déclarations. Le centre des finances publiques était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Lumière fluorescente, chaises dures, moquette grise, des panneaux vous interdisant de filmer, de crier, d'apporter des armes. Je me suis enregistré à une borne, j'ai obtenu un numéro de ticket et je me suis assise là où les caméras pouvaient voir mes mains. Quand mon numéro a été appelé, une agente m'a conduite à un petit bureau derrière une cloison. Elle avait la quarantaine, les cheveux tirés en arrière, l'expression neutre d'une manière qui témoignait de son expérience. Camille Dubois, a-t-elle confirmé? Oui, ai-je dit. Elle a pris la vie, scanné le numéro de référence et a commencé à cliquer sur des écrans que je ne pouvais pas voir. Son visage n'a pas changé au début, juste concentré, efficace. Puis elle a cliqué une fois de plus, et elle est restée silencieuse. Pas un silence dramatique, un silence prudent. Elle s'est légèrement penchée vers son moniteur, les yeux plissés comme si elle relisait quelque chose qui ne collait pas, mon pouce est resserré dans ma gorge. Finalement, elle a levé les yeux vers moi et a demandé, lentement et clairement, comme si elle voulait que ma réponse soit assez nette pour être consignée dans un dossier. Mademoiselle Dubois, a-t-elle dit, qui a soumis ce dossier? L'agente n'a pas répété sa question.
Elle l'a laissé planer entre nous comme un dossier laissé ouvert sur un bureau. Qui a soumis ce dossier? A-t-elle demandé à nouveau, plus lentement. Parce que ce n'est pas un avis de solde du normal provenant d'une déclaration personnelle. J'ai senti ma gorge se serrer. Que entendez-vous par pas normal? Elle a tourné son moniteur légèrement loin de l'allée, soucieuse de la confidentialité, puis a pointé une ligne que je ne pouvais pas voir entièrement. Cette dette ne provient pas de votre déclaration 2042, a-t-elle dit. Elle provient d'un dossier d'entreprise. Une entreprise. Ai-je répété. Ses yeux sont restés fixés sur moi. Neutre mais vif. Oui, a-t-elle dit. Et votre nom y est rattaché en tant que partie responsable. Mes mains sont devenues engourdies, comme si mon corps essayait de me protéger des mots. Je ne possède pas d'entreprise, ai-je dit. Je n'ai jamais possédé d'entreprise. Je vous entends, a-t-elle dit, et je pouvais dire qu'elle le pensait. Mais je dois vous montrer ce que le système indique. Ensuite, vous me direz ce qui est faux. Elle a cliqué une fois, puis une autre. Un nouvel écran est apparu et elle a cessé de parler assez longtemps pour le lire attentivement. J'ai observé son visage, attendant un signe humain, de la sympathie, du jugement, n'importe quoi. Elle ne m'a rien donné de tout cela. Elle m'a donné de la procédure. D'accord. Elle a dit, ceci est lié à un compte employeur. Les notes du dossier indiquent une affaire de cotisation sociale. Des retenues à la source. Mon estomac s'est noué dans une lente et nauséabonde torsion. Cotisation sociale. J'en savais assez pour savoir que ce mot ne tombait pas sur des innocents par accident. Il tombait sur des personnes que le fisc croyait avoir le contrôle. Pourquoi mon nom est-il sur un dossier de cotisation sociale, ai-je demandé. Elle a levé les yeux. Parce que les documents au dossier affirment que vous aviez l'autorité, a-t-elle dit. Ils affirment que vous étiez une dirigeante ou une décisionnaire, quelqu'un qui pouvait ordonner les paiements. Je l'ai dévisagé. Ce n'est pas vrai. Je ne vous demande pas de discuter avec moi, a-t-elle dit. Je vous demande de m'aider à corriger le dossier. Puis elle a tendu la main vers un tiroir et en a sorti un formulaire vierge. Pas de manière dramatique, ni menaçante. Juste une simple feuille avec des cases à cocher et des lignes. C'est une déclaration sur l'honneur d'usurpation d'identité, a-t-elle dit. Nous en aurons peut-être besoin, mais avant d'en arriver là, je veux répondre à la question avec laquelle vous êtes venu. Elle a de nouveau baissé les yeux sur son écran. Ce dossier contient une soumission, a-t-elle dit. Un ensemble de documents? Il comprend une déclaration et des pièces justificatives. C'est cette soumission qui vous a rattaché? Mon pouls a commencé à marteler dans mes oreilles. Quel document, ai-je demandé. Elle a tapoté son clavier, puis a dit. Je vais imprimer le résumé de la soumission. Il ne montrera pas de données sensibles de tiers au-delà de ce qui vous concerne. Une imprimante derrière la cloison s'est mise en marche. Le son était ordinaire. Le moment ne l'était pas. Elle a pris les pages au fur et à mesure qu'elles sortaient et les a feuilletées avec un pouce expert. Son doigt s'est arrêté sur une section à mi-chemin. Puis elle a fait glisser la première page vers moi. En haut se trouvait un nom d'entreprise que j'ai reconnu instantanément. Non pas parce que j'y avais travaillé, mais parce que j'avais grandi avec. Services familiaux du bois SAS, l'entreprise de mes parents. La petite entreprise familiale dont mon père se vantait aux kermesses de l'école et aux fêtes des voisins comme si c'était une dynastie. J'ai fixé le nom jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Ça ne peut pas être vrai, ai-je dit. Mais ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. L'agente a pointé la ligne suivante. Selon ceci, a-t-elle dit, vous êtes répertoriée comme dirigeante. Elle n'a pas dit le titre à voix haute au début. Elle m'a laissé le voir. Trésorière. Mon estomac s'est contracté si fort que j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de pied. Je n'ai jamais été trésorière de quoi que ce soit, ai-je dit. Je comprends, a-t-elle répété, calme. Maintenant, regardez le détail de la soumission. Mes yeux ont parcouru la page. Il y avait une date, un tampon de réception, une méthode de réception, par fax, et en dessous, un nom de contact. Pas l'entreprise, pas un avocat, une personne. Le doigt de l'agente s'est posé dessus. Je l'ai suivi. Soumis par Daniel Dubois, mon père. Pendant un instant,
mon cerveau a refusé d'accepter ce que mes yeux avaient déjà lu. J'ai entendu sa voix de la veille, calme et prudente. Ne panique pas. Ça pourrait être une usurpation d'identité. Et j'ai réalisé ce qu'était vraiment cette phrase. Une répétition. Ma bouche est devenue sèche. C'est lui qui l'a soumis. L'expression de l'agente n'a pas changé, mais sa voix s'est adoucie d'une fraction. C'est ce que le dossier indique, a-t-elle dit. La soumission inclut une déclaration signée affirmant que vous aviez l'autorité et la responsabilité des décisions relatives au salaire. J'ai levé les yeux vers elle. Quelle déclaration signée? Elle a tourné à la page suivante et l'a fait glisser vers moi. Je n'ai pas vu le texte complet au début. J'ai vu le bas, une ligne de signature, un nom imprimé en dessous, Camille Dubois, et au-dessus, une signature qui ressemblait à la mienne si l'on y jetait un coup d'œil rapide sans se soucier de la précision. Mes mains ont commencé à trembler, de manière légère et incontrôlable. J'ai jamais signé ça, ai-je murmuré. Je vous crois, a dit l'agente, et c'était la première phrase humaine qu'elle m'avait adressée. Elle a pointé une autre section sur la même page. Ce dossier comprend également un formulaire de procuration, a-t-elle dit. Une autorisation de représentation. Ma poitrine s'est serrée. Pour qui? Elle a tourné une page et m'a montré l'en-tête. C'était un formulaire qui signifiait que quelqu'un pouvait parler au fisc en mon nom. Sur la ligne du représentant se trouvait un nom que je reconnaissais pour l'avoir vu sur le courrier familial et les enveloppes de vœux. L'expert comptable de mon père. Et dans le champ contact, il y avait un numéro de téléphone que je connaissais par cœur. Celui de mon père. J'ai fixé cela, sentant quelque chose de froid et de net se mettre en place. Ils n'avaient pas seulement mis mon nom sur leur dette. Ils avaient essayé de faire en sorte que le fisc me traite comme un bouclier. L'agente m'a observé un instant, puis a demandé avec précaution. Mademoiselle Dubois, voulez-vous contester formellement cela comme une usurpation d'identité et un faux? Oui, ai-je dit immédiatement. Et je veux une copie de tout ce qu'ils ont soumis. Elle a hoché la tête. Nous pouvons demander les relevés et les archives des soumissions, a-t-elle dit. Certains éléments nécessitent une procédure formelle de consultation des archives, mais nous pouvons commencer les étapes de protection dès aujourd'hui. Elle a ouvert un nouvel écran, cliqué, et ses yeux se sont légèrement plissés. Puis elle a dit, une dernière chose. Mon estomac s'est de nouveau noué. Quoi? Elle a pointé une ligne sur son moniteur. Cette soumission, a-t-elle dit, a été reçue il y a moins de 2 semaines, et elle comprenait une mise à jour d'adresse. J'ai senti ma gorge se serrer. Quelle adresse? Elle l'a lu à voix haute, lentement et précisément. C'était l'adresse de mes parents. La même maison où ma mère m'avait invité la veille pour qu'on trouve une solution en famille. L'agente a levé les yeux vers moi. Et le système montre que la demande de changement d'adresse a été soumise dans le même dossier, a-t-elle dit, avec la fausse déclaration. Puis elle a fait une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses prochains mots. Mademoiselle Dubois, a-t-elle dit. Vos parents savent-ils que vous êtes ici aujourd'hui? Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau comme s'il avait entendu sa question. Je l'ai sorti. Un texto de mon père, seulement 4 mots. Ne dis rien de stupide. Le texto de mon père s'affichait sur mon écran comme une main sur ma nuque. Ne dis rien de stupide. Je n'ai pas répondu. J'ai tourné légèrement le téléphone pour que l'agente puisse le voir, puis je l'ai posé face contre le bureau. Ses yeux ont jeté un coup d'œil au message, puis à mon visage. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle a posé la seule question qui comptait. Habitez-vous à l'adresse qui figure sur ce dossier, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. C'est la maison de mes parents. Elle a hoché la tête une fois et a commencé à taper. Ses doigts bougeaient vite, de manière contrôlée, comme si elle construisait un dossier de la même manière que je faisais des listes dans ma cuisine le soir. D'accord, a-t-elle dit. La première étape est de protéger votre compte individuel contre les mesures de recouvrement pendant que cela est examiné. La deuxième étape est de documenter la soumission présumée fausse. Elle a cliqué dans un menu puis s'est arrêtée. Quoi? Ai-je demandé. Elle a pointé l'écran et n'a pas lu tout de suite. Elle s'est laissé le temps de confirmer les détails avant de les prononcer à voix haute. Il y a déjà une demande de sursis, a-t-elle dit lentement. Soumise hier.
Mon estomac s'est resserré. Par qui? Elle a levé les yeux. Par le représentant mentionné dans la procuration, a-t-elle dit, l'expert comptable. J'ai senti une colère froide et pure me traverser. Donc, pendant que mon père me disait que ça pourrait être une usurpation d'identité, il avait déjà activé les personnes qui pouvaient parler au fisc en utilisant mon nom. La voix de l'agente est restée neutre. Le représentant a demandé un délai supplémentaire en raison de la détresse du client, a-t-elle dit, et il y avait une légère pointe dans le mot client. Ils ont également demandé que toute correspondance future soit envoyée à l'adresse mise à jour au dossier. La maison de mes parents. J'ai dégluti une fois. Pour qu'ils puissent tout intercepter. Elle ne m'a pas contredite. Elle a simplement tapé. Je peux signaler l'adresse comme étant contestée, a-t-elle dit. Mais vous devez comprendre. Je ne peux pas effacer ce qui a déjà été traité aujourd'hui. Je peux seulement le verrouiller pour l'avenir. Faites-le, ai-je dit. Elle a cliqué, puis a demandé, avez-vous votre bail actuel ou une facture de service public? Oui, ai-je dit, et j'ai ouvert le PDF sur mon téléphone. Elle y a jeté un coup d'œil. Puis elle a imprimé une demande de vérification d'une page et l'a fait glisser vers moi. Remplissez ceci, a-t-elle dit, et vous allez le signer devant moi. J'ai pris le stylo et j'ai hésité une demi-seconde. Non pas parce que je ne voulais pas signer, mais parce que le stylo m'a soudain semblé être une arme entre les mains de quelqu'un d'autre. L'agente l'a remarqué. Sa voix s'est adoucie d'une fraction. Vous signez pour corriger le dossier, a-t-elle dit, pas pour accepter la responsabilité. J'ai hoché la tête une fois et j'ai signé. Elle a observé ma signature de près, puis a regardé à nouveau la fausse signature dans le dossier. La différence était évidente. La mienne était stable. La leur était une imitation qui reposait sur l'assurance, pas sur la précision. Elle a placé les deux pages côte à côte, a tapoté l'écran et a dit, j'ajoute une note indiquant que la signature dans la soumission est contestée. Puis elle a ajouté, maintenant, je vais vous poser une question, et j'ai besoin que vous soyez précise. J'ai gardé mes mains à plat sur mes genoux. D'accord. Votre père a-t-il déjà eu accès à vos documents personnels, a-t-elle demandé. Acte de naissance, numéro de sécurité sociale, ancienne déclaration de revenus. Je ne voulais pas l'admettre, mais la vérité vivait déjà dans le dossier. Oui, ai-je dit. Il gardait tout quand j'étais plus jeune. Il disait toujours que c'était plus sûr s'il s'en occupait. L'agente a hoché la tête comme si elle avait entendu cette phrase exacte de la part d'une centaine d'adultes différents dont les parents les traitaient encore comme des biens. Elle a cliqué à nouveau et un nouvel écran s'est ouvert. Voici ce que je peux faire aujourd'hui, a-t-elle dit. Je peux lancer les étapes de protection contre l'usurpation d'identité et documenter l'attachement présumé faux de la partie responsable. Je peux également demander l'imagerie interne de la soumission. L'imagerie? Ai-je demandé. Le dossier faxé lui-même? A-t-elle dit. Parfois, l'entête montre d'où il vient. Mon pouce est accéléré. Pouvez-vous récupérer ça? Elle n'a pas promis. Elle a juste essayé. Son curseur s'est déplacé. Clic. Clic. Une pause. Puis l'imprimante derrière la cloison a recommencé à bourdonner. L'agente s'est levée, s'est approchée et a pris les pages au fur et à mesure qu'elles sortaient. Elle ne me les a pas tendues immédiatement. Elle les a lues d'abord. J'ai observé son visage alors qu'elle scannait le bord supérieur de la première page, là où les télécopieurs laissent leurs empreintes. Puis elle a fait un petit bruit, à peine audible, comme une respiration qui n'était pas censée être entendue. Quoi, ai-je demandé. Elle a tourné la page vers moi. En haut, en gris délavé, se trouvait une ligne d'entête de fax de services familiaux Dubois, rappel Daniel Dubois, fax suivi d'un numéro que je reconnaissais, non pas de mémoire, mais du coin de chaque enveloppe que l'expert comptable de mes parents avait jamais envoyé. L'agente a tapoté l'entête avec son doigt. C'est précieux, a-t-elle dit doucement, parce que cela lie la soumission à un appareil source et à un numéro de rappel. Ma gorge est devenue sèche. Donc, ce n'était pas un étranger. Non, a-t-elle dit. Cela ressemble à une soumission coordonnée. Elle a tourné à la page suivante et a pointé un autre détail. Une page de garde. L'écriture de mon père dans la section des notes. Pas sa signature, son écriture. Urgent.
Ajoutez dirigeant responsable. Veuillez traiter. Mon estomac s'est retourné. Parce qu'on peut discuter des signatures. On peut discuter des malentendus. On ne peut pas discuter du fait que votre père écrive urgent de sa propre main en vous rattachant à un dossier de cotisation sociale. J'ai pris une photo de l'entête de fax et de la page de garde, en faisant attention à garder l'éclairage uniforme pour que la ligne d'entête grise soit lisible. L'agente m'a regardé faire et ne m'a pas arrêté. Au lieu de cela, elle a dit, je vais faire venir ma superviseure. Cela nécessite une escalade. Elle s'est levée et s'est dirigée vers une porte arrière marquée personnel autorisé uniquement. Je suis resté assise, les mains en vue, les yeux sur mon téléphone. Une minute plus tard, le nom de mon père s'est allumé sur l'écran. Il appelait. Je n'ai pas répondu. Le téléphone a cessé de sonner. Puis il a sonné à nouveau. Puis une troisième fois immédiatement, comme s'il ne pouvait pas tolérer d'être ignoré alors qu'il m'avait déjà positionné comme son bouclier. L'agente est revenue avec une autre femme, plus âgée, plus vive, le genre de personne dont le calme semble plus lourd que la colère. C'est ma superviseure, a dit l'agente. Elle va vous poser quelques questions. La superviseure ne s'est pas assise tout de suite. Elle s'est tenue au coin du bureau et a regardé le dossier falsifié comme s'il l'offensait professionnellement. Mademoiselle Dubois, a-t-elle dit, nous allons noter cela comme une suspicion d'utilisation abusive d'identité et le transmettre pour un examen plus approfondi. Vous devrez faire le suivi avec notre unité de lutte contre l'usurpation d'identité et éventuellement les forces de l'ordre, en fonction de ce qu'ils détermineront. Je le ferai, ai-je dit, mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Elle a levé les yeux. Allez-y. Ont-ils déjà fait ça? Ai-je demandé. Ont-ils rattaché mon nom à autre chose? La superviseure n'a pas répondu immédiatement. Elle s'est légèrement penchée vers l'écran et a cliqué sur un onglet d'historique. L'agente à côté d'elle est restée immobile en lisant. Puis la superviseure a dit, il y a eu des changements d'adresse antérieurs sur votre compte. Elle a dit plus d'un, et le calendrier suggère que quelqu'un a géré votre correspondance. Ma poitrine s'est resserrée. Géré? Ai-je répété. Le ton de la superviseure est resté clinique. Rediriger, mis à jour, demander des copies. Ce n'est pas une preuve définitive de vol en soi, a-t-elle dit, mais combiné à cette soumission, c'est cohérent. Le téléphone de mon père a de nouveau sonné. Je n'ai pas répondu. La superviseure a regardé l'écran s'allumer avec son nom, puis m'a regardé. Sait-il que vous êtes ici, a-t-elle demandé. Avant que je puisse répondre, la tablette de l'agente a émis un bip léger. Elle y a jeté un coup d'œil, puis à la superviseure. Puis elle m'a regardé, et l'expression prudente est revenue. Mademoiselle Dubois, a-t-elle dit à voix basse. La sécurité vient de nous envoyer un message. Mon pouce est accéléré. À propos de quoi? Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle a incliné sa tablette pour que je puisse voir la courte ligne sur l'écran. Accueil. Un homme demande Mademoiselle Camille Dubois par son nom. Il dit qu'il est son expert comptable. Mon estomac est devenu complètement froid parce que l'expert comptable n'était pas censé être là. Et le seul moyen pour lui de savoir que j'étais dans ce bureau, à ce bureau, aujourd'hui, était si quelqu'un le lui avait dit, ou si la soumission avait été conçue pour déclencher exactement ce moment. L'agente a croisé mon regard. Voulez-vous que la sécurité l'empêche d'entrer? A-t-elle demandé. Ou voulez-vous entendre ce qu'il a à dire pour le dossier? Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. S'il est là, c'est que quelqu'un l'a envoyé. J'ai dit, je veux que ce soit consigné dans le dossier. Les yeux de la superviseure ne se sont pas adoucis, mais ils sont devenus plus vifs. D'accord, a-t-elle dit. On fait ça de manière contrôlée. Pas de surprise. Elle a fait un signe de tête à l'agente. L'agente s'est levée, s'est dirigée vers la porte arrière et a parlé à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Une minute plus tard, un agent de sécurité est apparu au bord de la cloison et a dit, nous l'avons à l'accueil. Il insiste sur le fait qu'il a l'autorisation de parler au nom de Mademoiselle Dubois. La superviseure n'a même pas levé les yeux du dossier. Amenez-le en salle d'entretien numéro 2, a-t-elle dit. Faites-le s'enregistrer. Copiez sa carte d'identité. L'agent a hoché la tête et est parti. Mon téléphone a de nouveau vibré. Pas un appel cette fois.
Un texto de mon père. Ne parle à personne. Dis-leur que c'est une erreur. On peut arranger ça. J'ai pris une lente inspiration et j'ai fait glisser le téléphone sur le bureau. Je veux que ce soit joint au dossier, ai-je dit. L'agente a regardé le message, puis a tapé quelque chose dans ses notes sans commenter. La superviseure s'est levée et m'a fait signe de la suivre. Nous avons marché dans un court couloir derrière la salle d'attente publique. Les lumières fluorescentes étaient plus dures ici. Les murs étaient d'un blanc cassé fatigué. Chaque porte avait une petite pancarte avec un numéro et un avertissement sur l'accès autorisé. La salle d'entretien numéro 2 était simple, une table boulonnée au sol, 3 chaises, une caméra murale et un haut-parleur qui semblait plus vieux qu'il n'aurait dû. La superviseure a pris la chaise la plus proche de la caméra. Elle ne s'est pas assise comme si elle se cachait derrière. Elle s'est assise comme si elle s'attendait à ce que cet homme mente et voulait que le mensonge soit préservé. L'agente s'est assise à côté d'elle, ordinateur portable ouvert. Je me suis assise en face d'eux, les mains visibles sur la table. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Il est entré avec la posture exacte de quelqu'un qui s'attendait à de la déférence. Milieu de la soixantaine, cheveux gris soigneusement coupés, lunettes à monture métallique, un porte-documents en cuir sous le bras. Il portait un blazer qui sentait légèrement l'après-rasage et la confiance en soi. Il a regardé la superviseure, puis l'agente, puis moi, et ensuite il a souri comme si c'était un malentendu gênant qu'il était sur le point de régler. « Camille » a-t-il dit doucement comme si nous étions de vieux amis. « On m'a dit que vous étiez bouleversé. » Je n'ai pas répondu à cette familiarité. La superviseure a dit « Déclinez votre nom complet pour le dossier ». Il a cligné des yeux. « Pardon ? Votre nom complet » a-t-elle répété, calme, imperturbable. « Et votre rôle ?» Son sourire s'est crispé. Il a donné son prénom et son nom. Puis, je suis expert comptable. Je représente Stop, a dit la superviseure en levant un doigt. Qui représentez-vous dans ce bâtiment aujourd'hui? Il s'est raclé la gorge et a ajusté son porte-documents. Mademoiselle Camille Dubois, a-t-il dit en me faisant un signe de tête. Je suis son représentant autorisé. L'agente n'a pas levé les yeux en tapant. La superviseure a demandé, autorisé par quel document? Il a ouvert le porte-documents et a fait glisser un formulaire sur la table comme s'il avait apporté une arme qu'il croyait légale. Une autorisation de procuration. Mon nom, ma signature. Daté récemment. Ma signature, encore une fois, ressemblait à une imitation rapide. Des traits assurés sans aucune des petites hésitations que ma vraie main fait. Je ne l'ai pas touché. La superviseure ne l'a pas touché non plus. Elle l'a regardé puis m'a regardé. Mademoiselle Dubois, a-t-elle demandé, avez-vous signé ceci? Non, ai-je dit. Je ne l'ai pas signé. La bouche de l'homme s'est resserrée. Il a essayé de garder le sourire. Camille, vous l'avez signé, a-t-il dit doucement. Votre père l'a livré avec le dossier. Il a dit que vous étiez dépassé et que vous lui aviez demandé de l'aide. La pièce est devenue très silencieuse. Pas un silence choqué, un silence de travail. La superviseure s'est penchée en arrière d'une fraction. Avez-vous bien dit que son père l'a livré? A-t-elle demandé. L'homme a hésité, réalisant trop tard qu'il avait mis les 2 pieds dans le plat. Il l'a apporté à mon bureau, a-t-il corrigé rapidement. Il a dit qu'elle avait demandé de l'aide. Le ton de la superviseure est resté plat. Donc, votre cliente, selon vous, est mademoiselle Dubois, a-t-elle dit. Mais la personne qui vous a contacté, payé et remis les documents est son père. Je n'ai pas dit payer, a-t-il commencé. Vous n'avez pas à le faire, a répondu la superviseure. Répondez à la question. Sa mâchoire s'est contractée. Il m'a regardé comme s'il voulait que je le sauve. Je ne l'ai pas fait. Oui, a-t-il dit finalement. Son père m'a contacté. Les doigts de l'agente se sont mis à bouger plus vite sur le clavier. La superviseure a demandé, avez-vous parlé directement à mademoiselle Dubois avant de soumettre quoi que ce soit au fisc en son nom? Il a cligné des yeux. Avant que la superviseure ne répète. Il a dégluti. Non, a-t-il admis. Son père a dit qu'elle consentait. J'ai fixé le formulaire de procuration, puis son visage. Donc,
Vous avez utilisé une signature dont vous n'avez pas été témoin, ai-je dit, la voix égale. Pour demander au fisc de me traiter comme une dirigeante responsable d'une dette de cotisation sociale. Ses narines se sont dilatées. Ce n'est pas si, ça l'est, ai-je dit. C'est dans le dossier. La superviseure a levé une main, non pas pour me faire taire, mais pour garder l'échange clair. Monsieur, a-t-elle dit, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Son sourire professionnel a tenté de revenir. Je suis venu pour résoudre cela, a-t-il dit. Il y a eu une confusion. Nous pouvons mettre en place un plan. Nous pouvons stabiliser les choses. Un plan pour qui, a demandé la superviseure. Il a fait un geste vague. Pour le compte? La superviseure ne l'a pas laissé rester vague. Le compte de cotisation sociale de services familiaux Dubois, a-t-elle dit. Ou le compte individuel de mademoiselle Dubois. Il a de nouveau hésité. Cette hésitation était la réponse. L'agente a tourné légèrement son ordinateur portable pour que la superviseure puisse voir ce qu'elle tapait, puis a fait glisser une page imprimée devant la superviseure. J'ai aperçu l'entête, contact tiers. La voix de la superviseure s'est durcie d'un degré silencieux. Monsieur, a-t-elle dit, vous comprenez que si un contribuable conteste une autorisation, vous n'êtes pas autorisé à continuer de le représenter devant nous, n'est-ce pas? Oui, a-t-il dit rapidement. Bien sûr. Alors vous êtes ici, a-t-elle continué. Parce que quelqu'un d'autre veut avoir accès à ce processus. Ses joues ont rougi. Je suis ici parce que la situation est urgente, a-t-il dit. Il y a des mesures de recouvrement qui pourraient avoir lieu si ce n'est pas géré. Je n'ai pas cligné des yeux. Quelles mesures de recouvrement? Ai-je demandé. L'agente a répondu à la place, les yeux sur son écran. Une fois qu'un solde dû est établi et que les avis ont suivi leur cours, a-t-elle dit, il peut y avoir des saisies et des prélèvements. Nous sommes actuellement dans une fenêtre de contestation, mais le timing est important. L'homme s'est emparé de cela. Exactement, a-t-il dit. Camille, votre père essaie de vous protéger. Si vous coopérez, nous pouvons. La superviseure a brusquement tourné les yeux vers lui. Ne lui dites pas que son père la protège, a-t-elle dit. La voix calme mais soudainement dangereuse. Vous venez d'admettre que vous ne lui avez jamais parlé avant de soumettre des documents avec sa signature. La bouche de l'homme s'est ouverte puis s'est refermée. La superviseure a pris le formulaire de procuration contesté sans toucher la zone de la signature, comme si elle était contaminée, et l'a glissé dans une pochette plastique pour preuve. Ceci fait maintenant partie de la soumission contestée, a-t-elle dit. Puis elle a regardé l'agente. Imprimez à nouveau l'entête de fax, a-t-elle dit, et la note de la page de garde. L'agente s'est levée, a récupéré les pages et les a posées sur la table. La superviseure a tapoté la ligne supérieure avec son stylo. Monsieur, a-t-elle dit. Cette entête de fax montre services familiaux Dubois et un numéro de rappel lié à cette soumission. Reconnaissez-vous ce numéro? Il y a jeté un coup d'œil, et la couleur de son visage a changé. Oui, a-t-il dit doucement. C'est la ligne professionnelle. La ligne professionnelle de qui? A demandé la superviseure. Il a dégluti. Daniel Dubois. La superviseure a hoché la tête une fois comme si elle venait de verrouiller une porte. Puis elle a posé la question qui l'a fait tressaillir. Et pourquoi êtes-vous entré dans ce bureau aujourd'hui en demandant mademoiselle Dubois par son nom? A-t-elle dit. Qui vous a dit qu'elle était ici? Il n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux ont jeté un seul regard vers le couloir, vers la salle d'attente publique, vers l'accueil. La superviseure a observé ce regard fugace. Est-ce que monsieur Dubois vous a contacté ce matin? A-t-elle demandé. Les épaules de l'homme se sont affaissées d'une fraction. Il a dit qu'elle pourrait essayer de causer des problèmes, a-t-il admis. Il m'a demandé de venir clarifier. Clarifier? La façon dont les gens disent faire pression quand ils ne veulent pas que ce soit enregistré. La voix de la superviseure est restée calme. Voici ce qui va se passer, a-t-elle dit. Votre autorisation est contestée. Vous ne parlez pas au nom de mademoiselle Dubois. Vous ne demandez pas de sursis en son nom. Vous ne recevez pas d'informations sur son dossier d'usurpation d'identité. Si vous contactez à nouveau ce bureau en prétendant la représenter sans consentement vérifié, nous le documenterons.
Le visage de l'homme s'est crispé avec une sorte de confusion offensée. J'essaie d'aider, a-t-il insisté. Vous essayez de servir la personne qui vous a engagé, a corrigé la superviseure. Et cette personne n'est pas la contribuable que vous prétendiez représenter. Elle a regardé la caméra de sécurité sur le mur un instant, puis est revenue à lui. La sécurité va vous raccompagner à la sortie, a-t-elle dit. La porte s'est ouverte presque immédiatement comme si la sécurité avait attendu cette phrase. L'homme s'est levé, a rassemblé son porte-documents et m'a regardé une dernière fois avec une expression tendue et suppliante. Camille, a-t-il dit, s'il vous plaît. Il y a un moyen de rendre cela indolore. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne l'ai pas insulté. J'ai juste dit, pas pour eux. La sécurité l'a guidé dehors. Quand la porte s'est refermée, la pièce semblait plus propre. Puis le téléphone de l'agente a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et son visage s'est tendu. Quoi, ai-je demandé. L'agente a regardé la superviseure. Puis elle m'a regardé. Encore l'accueil, a-t-elle dit doucement. Quelqu'un d'autre vous demande par votre nom. Mon estomac s'est noué. Qui? Ai-je demandé. L'agente a dégluti une fois. Elle a lu le message sur son écran. Votre père, a-t-elle dit. Et il dit qu'il a des documents qu'il doit corriger aujourd'hui. Je n'ai pas ressenti de peur quand elle l'a dit. J'ai ressenti une sorte de clarté froide, parce que mon père ne venait pas pour arranger les choses quand il avait fait une erreur. Il venait quand son plan était en train d'être exposé. La superviseure s'est levée immédiatement. Non, a-t-elle dit. Il ne revient pas ici. Pas aujourd'hui. Elle est sortie dans le couloir et a parlé à l'agent de sécurité d'une voix basse que je ne pouvais pas entendre. L'agent a hoché la tête une fois et s'est éloigné, marchant déjà d'un pas décidé. L'agent est resté dans la pièce avec moi et a fermé son ordinateur portable à moitié, comme pour signaler que nous n'étions plus accessibles. Vous n'êtes pas obligé de le voir, a-t-elle dit doucement. Je ne vais pas le voir, ai-je répondu. Mais je veux que tout ce qu'il a apporté soit documenté. La superviseure est revenue une minute plus tard. Son expression était contrôlée mais vive autour des yeux. Il est à l'accueil, a-t-elle dit. Il hausse la voix. Il prétend que vous êtes sa dépendante. Il prétend qu'il est votre représentant. J'ai laissé échapper une lente expiration par le nez. Il va dire que je suis instable, ai-je dit. Ou que je suis confuse, ou que je suis manipulée. La superviseure a hoché la tête une fois, comme si elle avait déjà entendu ces scénarios. Nous ne sommes pas intéressés par son histoire, a-t-elle dit. Nous sommes intéressés par le dossier de soumission. Elle a regardé l'agente. Ouvrez la fenêtre des notes de cas, a-t-elle dit. L'agente s'est exécutée. La superviseure m'a regardé. Je vais vous poser une question, a-t-elle dit. Et j'ai besoin de votre réponse pour le dossier. D'accord, ai-je dit. Autorisez-vous votre père, Daniel Dubois, à recevoir des informations sur vos comptes fiscaux ou à parler en votre nom aujourd'hui, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Autorisez-vous un représentant autre que vous-même à ce stade, a-t-elle demandé. Non, ai-je répété. La superviseure a hoché la tête et a dit, bien. Puis elle est retournée dans le couloir. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé à l'accueil. Je n'en ai pas eu besoin. Je l'ai entendu. La voix de mon père a porté dans le couloir, contrôlée au début, puis plus forte quand il n'a pas obtenu la réponse qu'il attendait. Je suis son père, a-t-il dit. C'est une erreur. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Puis la voix d'une femme. Ferme. Monsieur, vous devez baisser la voix. Mon père n'a rien baissé. Vous allez la ruiner, a-t-il lancé. Elle perdra tout si vous ne me laissez pas arranger ça. J'essaie de la protéger. Protéger? Le même mot qu'il utilisait quand il voulait que le contrôle sonne comme de l'amour. Je suis restée assise dans la salle d'entretien, les mains jointes, l'écoutant essayer d'utiliser le volume comme il utilisait l'argent, comme si c'était une preuve d'autorité. Puis la voix de la superviseure a percé, calme, clinique. Monsieur Dubois, a-t-elle dit, vous n'êtes pas la contribuable. Vous n'êtes pas autorisé. Vous ne faites pas partie de cette réunion. Mon père a ri une fois, un rire bref et laid. C'est ridicule, a-t-il dit. Elle habite à mon adresse.
La superviseure n'a pas discuté. Cette adresse a été modifiée via une soumission contestée. Elle a dit, nous l'avons documenté. Le couloir est devenu silencieux un instant. Puis la voix de mon père s'est aiguisée. Très bien, a-t-il dit. Alors je veux la déclarer comme victime. Elle est ciblée. Quelqu'un a volé son identité. J'essaie d'aider. La superviseure a répondu, vous êtes libre de déposer votre propre plainte pour vous-même. Vous ne déposez pas pour elle. Le ton de mon père a baissé maintenant, mais il portait toujours. Vous ne savez pas quel genre de personne elle est, a-t-il dit. Elle est vindicative. Elle fera n'importe quoi pour blesser sa famille. J'ai fixé le mur blanc en face de moi et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Il se décrivait lui-même. La radio d'un agent de sécurité a grésillé, des bruits de pas, une porte qui s'ouvre. La superviseure est revenue dans la salle d'entretien et a fermé la porte derrière elle. On lui a demandé de partir, a-t-elle dit. S'il refuse, la police locale sera contactée. Ma gorge s'est légèrement serrée. Il partira, ai-je dit. Il ne voudra pas de ce dossier-là. La superviseure n'a pas souri. Il a déjà créé un dossier, a-t-elle dit. Nous ne faisons qu'y ajouter des éléments. Elle a sorti un nouveau formulaire de son dossier et l'a fait glisser vers moi. Voici votre dossier de déclaration d'usurpation d'identité, a-t-elle dit. Nous lançons des mesures de protection sur votre compte individuel. Nous signalons également l'évaluation de la partie responsable comme étant contestée. Cela réduit le risque de mesures de recouvrement pendant que le dossier est examiné. J'ai regardé le formulaire, puis elle. Et la dette de l'entreprise? Ai-je demandé. Son expression est restée neutre. La dette de l'entreprise reste avec l'entreprise, a-t-elle dit, à moins qu'il ne puisse prouver que vous étiez responsable. Pour l'instant, le dossier est la seule chose qui tente de le faire, et il est contesté. L'agente a ajouté, nous envoyons également cela à notre service des fraudes. Cela ne signifie pas des poursuites automatiques, mais cela signifie que ce sera examiné. J'ai hoché la tête une fois. Bien, ai-je dit. Parce que je veux que cela soit lié à la source. La superviseure a tapoté son stylo contre l'imprimé de l'entête de fax. Ça l'est déjà, a-t-elle dit. En-tête de fax, numéro de rappel, page de garde, écriture manuscrite, signature contestée, contact d'un représentant non autorisé, demande de changement d'adresse. C'est une suite logique. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de ma mère cette fois, comme si elle et mon père se coordonnaient depuis le parking. S'il te plaît, arrête. Ton père est malade à cause de ça. On peut arranger les choses si tu viens juste parler. J'ai montré à l'agente. Elle a tapé, les yeux durs. Puis la superviseure a demandé, voulez-vous des copies pour les forces de l'ordre? Oui, ai-je dit. La superviseure a hoché la tête une fois et s'est levée. Nous avons terminé ici, a-t-elle dit. Vous sortez par la sortie de côté. La sécurité vous raccompagnera. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas insisté pour la porte d'entrée. Je n'avais pas besoin de la victoire publique. J'avais besoin de la sortie discrète et de la trace écrite. L'agent de sécurité m'a escorté dans un couloir arrière qui sentait vaguement le tonneur de photocopieur. La porte latérale s'est ouverte sur la lumière du jour et l'air froid. Le parking était différent de celui d'un restaurant. Moins dramatique, plus stérile. Ma voiture était là où je l'avais laissée. Aucun parent en vue. Parce que mon père n'était courageux que lorsqu'il pouvait contrôler le cadre. Je suis monté dedans, je suis resté assise un moment et j'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai fait ce que mes parents n'avaient jamais prévu. Je ne suis pas allé chez eux. Je ne suis pas allé chez leur expert comptable. Je n'ai pas essayé de négocier. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai déposé 2 plaintes avant même que mon café ne soit prêt. Une plainte pour usurpation d'identité sur le portail gouvernemental que l'agente du fisc m'avait noté, et une plainte à la police pour faux et usage de faux, en joignant les photos de l'entête de fax, de la page de garde, de l'écriture manuscrite et du texto de mon père ne dit rien de stupide. Ce soir-là, j'ai imprimé une page et l'ai glissée dans un dossier que j'ai étiqueté avec le seul mot qui comptait, dossier. Parce que j'avais enfin compris la vraie raison pour laquelle mon père était resté calme au téléphone. Il n'essayait pas de m'aider.
Il essayait de m'empêcher de faire le seul geste auquel il ne pourrait pas survivre. Il essayait de m'empêcher de transformer sa manipulation privée en un dossier officiel. Et maintenant, c'était le cas. La semaine suivante, une deuxième lettre est arrivée. Pas une mise en demeure, une confirmation. Elle accusait réception de ma plainte pour usurpation d'identité, confirmait que mon compte était en cours d'examen et précisait que la correspondance serait désormais envoyée à mon adresse vérifiée, ma vraie adresse. Mes parents avaient perdu la boîte aux lettres. Ils avaient perdu le récit. Ils avaient perdu la capacité d'arranger les choses dans l'ombre. Et pour la première fois depuis que cette enveloppe du fisc avait atterri sur mon paillasson, j'ai dormi toute la nuit. Parce que le système qui m'avait terrifié faisait maintenant ce que les systèmes font quand on leur fournit des preuves. Il documentait. Il corrigeait. Et il surveillait.